Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Alors, une de l'actualité ce soir. Depuis ces dernières semaines, la Côte d'Ivoire accueille le monde culturel, le Massa, le FEMUA, le SILA, Graines du monde. Le Salon international du livre d'Abidjan est aussi soutenu par les autorités avec une forte implication du grand chancelier. Le livre est devenu une cause nationale. Les amoureux de la lecture se félicitent de cette montée en puissance. La patate douce à chair orange, la star des tubercules du CNRA à Bouaké. Avec cette production, la recherche agronomique ouvre de nouvelles perspectives en matière de sécurité alimentaire, transformée en foutou, en jus ou en farine. Vous allez le voir dans cette édition. Cette variété innovante séduit par son goût, ses qualités nutritionnelles et son fort potentiel économique. Et puis le FEMUA, une première soirée rythmée par le coupé décalé, le zouglou et le mbalak. Elle a obtenu toutes ses promesses portées par une forte mobilisation du public et des performances des artistes Youssou N'Dour, Fatoumata Diawara. Les garagistes et Kedjivara ont entretenu les festivaliers de cette 18e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Le cycliste congolais Miguel Massaïsaï a quitté Goma dans l'est de la République démocratique du Congo pour Rabat au Maroc avec pour 14 000 km sur les sentiers du continent à travers 17 pays. L'homme le fait pour la paix dans son pays en proie à la guerre. Commençons par cette cause devenue nationale. Le livre attire du monde. Cette 16e édition du SILA en donne la preuve avec une forte mobilisation institutionnelle et populaire. L'ambition est portée par le grand chancelier de l'Ordre national, un sujet de Serge Collier. Je demande, et c'est mon plaidoyer, que le livre devienne une vraie cause nationale. Faire du livre une cause nationale, c'est la vision partagée depuis quelques années par le grand chancelier de l'Ordre national, parrain des éditions 2024, 2025 et 2026 du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. Ali Koulibaly est un pur produit intellectuel du livre. La lecture rappelle-t-il la volonté a fortement impacté sa stature de journaliste et d'homme accompli, tout simplement. Cette passion, doublée d'une conviction, a contribué à faire du Salon international du livre d'Abidjan une référence majeure. Un rendez-vous incontournable que les Ivoiriens, dans les différentes composantes, se sont appropriés. Ça nous apporte du savoir. J'ai trouvé des romans qui m'ont plu, des romans que je n'ai jamais vus. Chez nous, à domicile ou bien dans notre environnement proche, il n'y a pas autant de livres à notre disposition. Et ça, c'est à vraiment encourager. Le livre s'impose aujourd'hui comme un véritable levier de transformation sociale. Le salon a franchi un cap décisif avec les visites devenues régulières du président de la République. Cette année encore, Alassane Ouattara a marqué de son empreinte ce salon international du livre d'Abidjan. Lui emboîtant le pas, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est également inscrite dans cette vision de la promotion du livre. Vous avez vu ce que la première dame a fait, c'est extraordinaire. Elle a acheté des livres d'une valeur de 3 millions dans l'ensemble. Vous voyez, si chaque ministre le fait, même ne serait-ce que pour 1 million d'achats de livres, pour les offrir dans les bibliothèques de leur région, bibliothèques de leur commune, pour même créer des bibliothèques dans des villages. Aussi là, on trouve même des stands de certains partis politiques venus présenter leurs auteurs. Une montée en puissance du SILA qui profite à toute la chaîne du livre. On a tendance à dire que les Ivoiriens ne lisent plus, mais le SILA nous montre qu'il leur faut un cadre de lecture. Et ce que nous constatons, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent au SILA et davantage de jeunes. Alors dans mes ouvrages, il y a des chroniques, il y a de la poésie et il y a des romans. Les auteurs se multiplient, on en trouve de tous les âges. Une nouvelle génération d'écrivains émerge. Aujourd'hui, je suis à ma 3e participation au SILA. De plus en plus, au fil des années, on se rend compte que le SILA devient carrément un engouement national. En tant que jeune auteur, je trouve ça très important que les parents accompagnent leurs enfants au SILA pour les pousser eux aussi à avoir l'amour de la lecture. Au SILA, il y a également des écrivains qui abordent des problématiques au cœur du développement national. C'est le cas de Touré Ahmed Bois, entrepreneur urbain et promoteur des territoires.
auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'économie foncière et urbaine. Nous, on a une vision, celle de montrer aux décideurs que la question de l'aménagement, la question de l'urbanisation reste un levier très important dans le développement économique de notre pays. Nous, on espère que les productions que nous présentons, qui ne sont pas forcément des productions de fiction, qui sont des productions pratiques, qui concernent donc la gouvernance foncière urbaine, nous sommes convaincus que ceci-là peut être une plateforme où nous rencontrons les décideurs. La preuve, le chef de l'État était là. Au-delà des chiffres records, c'est une dynamique nationale qui s'installe. Les gens ont compris qu'on ne peut pas construire une nation d'avenir si les gens ne sont pas suffisamment éclairés de l'intérieur. Et le livre est cette lumière qui éclaire le cerveau et qui amène les gens à se projeter dans un futur glorieux pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays qui avance. Avec la progression constante du SILA, une certitude s'impose en Côte d'Ivoire. Le livre n'est plus seulement un objet culturel ou artistique, il devient une cause nationale. D'une rencontre à une autre, le Gabon est le pays à l'honneur au Festival des musiques urbaines à Noumambo. Et nous avons ce soir le plaisir et l'honneur de recevoir le ministre en charge du rayonnement culturel du Gabon, Paul-Éric Kessani Zatigua. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, vos premières impressions déjà pour cette présence au FEMUA? Alors, je voudrais d'abord remercier le peuple ivoirien avec sa spontanéité et sa chaleur qui a bien voulu nous manifester beaucoup d'amour tout au long de ce FEMUA. Et nous en tirons vraiment que beaucoup d'émotions. Des artistes eux-mêmes qui sont venus ici, qui déjà avaient l'habitude de venir sur des scènes. Mais cette fois, je pense qu'au FEMUA, ça a été une très belle expérience pour eux. Et nous avons, avec notre pavillon et tout ce que nous avons pu jusque-là montrer au niveau du CCF, nous avons passé un super moment en harmonie avec le peuple ivoirien. Oui, on en parle plus largement tout à l'heure dans la page culture et vous restez avec nous. On va continuer de voir l'actualité comme la culture. La Côte d'Ivoire veut faire de l'artisanat ivoirien un véritable moteur de croissance. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat était en visite à la Chambre des métiers. Khalil Konaté met l'accent sur 3 leviers: la transformation des acteurs, la digitalisation du secteur, l'amélioration des compétences. Il a par ailleurs appelé à la relance des projets comme les zones et villages artisanaux. Anne-Marie Nguessan, Jean-Luc Bambo, Désiré Info. Consolider les acquis par une dynamique collective, c'est le message porté par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat aux dirigeants de la Chambre des métiers. Khalil Konaté appelle à la cohésion des artisans. Un projet bien monté se finance par lui-même. Le président et le directeur général des PME et de l'artisanat ont pour mission de travailler dans le cadre d'une coalition pour faire en sorte que ce projet de construction de la case moderne de Ndotré, qui a démarré, si mes souvenirs sont bons, depuis 2010, 2011, lancé en 2012, soit enfin une réalité. Je vous incite à continuer et à travailler ensemble. Le président de la Chambre nationale des métiers se réjouit des solutions annoncées pour apporter une réponse adéquate au blocage actuel. Nous avons exposé les problèmes de la Chambre et il a écouté avec beaucoup d'attention, il a noté et il a dit, il a donné des orientations de travailler en synergie avec la Direction générale de l'artisanat afin que tous les textes qui sont en cours et tous les textes que nous devons prendre pour rendre vital le secteur de l'artisanat, qu'on puisse le faire dans la quiétude et permettre au secteur de l'artisanat, en tout cas, de se moderniser en Côte d'Ivoire. Cumulant 245 métiers, la Chambre nationale des métiers se place au cœur de l'économie informelle. Avec une contribution de près de 20% du PIB, l'artisanat reste l'un des plus grands réservoirs d'emplois en Côte d'Ivoire. Et dans l'actualité ce soir, le rideau est tombé sur la première édition des Journées ivoiriennes de la communication. C'est un rendez-vous de promotion des bonnes pratiques dans le secteur. L'événement a réuni responsables de médias, agences de communication, annonceurs, producteurs, acteurs et étudiants. Cette rencontre a bénéficié du soutien du ministre de la Communication. On en parle avec David Soyo.
Première édition des JICOM, Journée ivoirienne de la communication. Une rencontre pour remettre les marques au goût du jour, outiller les entreprises sur les techniques de communication et valoriser les métiers liés à ce secteur. Une bonne opportunité afin de comprendre les nouvelles réglementations, de savoir exactement comment est-ce que les choses évoluent. Parce que maintenant nous avons le digital, nous avons l'intelligence artificielle, donc il est important aujourd'hui de pouvoir se mettre à jour. Initié par la présidente de l'Association des agences conseils de Côte d'Ivoire, ce rendez-vous se veut un cadre continuel pour mettre en lumière l'importance de la communication, d'où le terme « communique ou meurt ». Avec l'accélération de tout le système qu'il y a en termes de communication, Internet, on est obligé de bien et mieux communiquer. On s'est rendu compte que les entreprises en fait qui ne communiquent pas ont disparu des territoires. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, apporte son soutien institutionnel à cette activité. Je salue cette idée parce qu'elle correspond à notre vision du développement de la communication, essentiellement la communication publicitaire. Ces JICOM, je l'ai dit dans mon discours, sont un peu le chaînon manquant dans tout le dispositif que nous sommes en train de mettre en place pour développer le secteur donc, de la communication et de la communication audiovisuelle en particulier. Durant 2 jours, 21 panels avec 51 intervenants meublent cette première édition des JICOM, Journée ivoirienne de la communication. Les JICOM ambitionnent être un rendez-vous incontournable des professionnels de la communication. L'esplanade de la mairie d'Abobo a accueilli la cérémonie des récompenses des meilleurs élèves. L'événement s'est déroulé en présence de Kandia Kamara, maire de la commune. L'objectif de cette journée était d'honorer les lauréats des Olympiades 2026. Anne-Marine Descents-Francois-Dio, Fernacona. Le festival scolaire des arts et de la culture d'Abobo, après l'expression du savoir-faire, c'est le temps des récompenses. De même, les Olympiades dont les plus méritants reçoivent des distinctions, médailles, trophées et diplômes qui viennent saluer le talent et le travail de ces jeunes. Je faisais des dictées avec ma maman et aussi à l'école et ça m'aidait beaucoup. Participer à la FESAC, c'est en fait une opportunité permettant aux jeunes de s'exprimer, de s'affirmer et d'affirmer leur identité. Au-delà de ces prix, c'est une jeunesse alors invitée à s'inscrire massivement pour les prochaines éditions du FESAC A et des Olympiades. La vie est une école à sa place et nous appelons l'attention de tous les enfants, de tous les jeunes, de tous les scolarisés comme de tous les non scolarisés à nous approcher à la mairie pour que nous puissions les intégrer soit au FESAC A, soit aux Olympiades d'Abobo. Invitée d'honneur, la présidente du Sénat et maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, encourage la jeunesse à persévérer dans l'effort. Je voudrais aussi partager notre vision de son excellence M. Alassane Ouattara. Nous sommes dans l'école de la réussite. L'école pour tous. Personne ne doit être laissé sur le côté. Personne ne doit être laissé derrière. Chacun, selon son talent, son ambition, ses capacités, chacun doit pouvoir réussir dans la vie. Ils sont 15 lauréats du FESAC A et une trentaine d'élèves issus des Olympiades distingués lors de cette cérémonie. Le ministre de l'Hydraulique s'est rendu sur le site de l'usine de production d'eau potable de Sangon. Amédée Kouakou fait le point des difficultés rencontrées dans ce centre. Il promet de déployer des solutions afin de renforcer les capacités opérationnelles de l'usine. Mahama Traoré, Désiré Afo. 47 000 mètres cubes, c'est la capacité d'eau que produit cette usine basée à Sangon. Une eau censée desservir des milliers de ménages dans les communes de Sangon, Yopougon et Abobo. Pour en avoir le cœur net, Amédée Kouakou visite le site. Un échange avec les techniciens trouvés sur place permet de déceler quelques dysfonctionnements. Cette usine est alimentée par une quinzaine de forages qui se trouvent dans la zone de Sangon. Alors cette eau-là, lorsqu'elle est produite à l'usine, elle est transférée sur le château de Ndetré sur environ 25 km par un tuyau de diamètre 800, c'est-à-dire un peu moins d'1 mètre. Et cette canalisation qui est en fonte, et très souvent se casse à cause de l'urbanisation. Au constat de ces dysfonctionnements,
Amédée Kouakou entrevoit des solutions pour améliorer la desserte en eau potable dans le district d'Abidjan. Les champs captants, il faut correctement les protéger. Les champs captants, c'est là où on prend l'eau dans les forages. Il y a une canalisation de diamètre 800 qui quitte l'usine pour aller à Abidjan, qui très souvent est agressée. Nous avons demandé à nos services de pouvoir mieux protéger donc cette canalisation. Il y a de l'eau qui sort, mais très souvent, où l'eau doit partir, souvent l'eau n'arrive pas là-bas. Parce que bon, il y a quelques petits dysfonctionnements. Mais ça, c'est technique, nous allons régler. Mais soyez sûrs que d'ici la fin de l'année, beaucoup de choses vont changer. De telles visites de terrain, Amédée Kofi Kouakou prévoit de les multiplier sur d'autres sites, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, afin de lever tous les obstacles à la desserte en eau potable. Et on va s'arrêter sur ce document qui nous présente une belle trouvaille, la patate douce à chair orange, la star des tubercules au CNRA à Boaké. Avec cette production, la recherche agronomique ouvre de nouvelles perspectives, transformée en foutou, en jus, en farine. Vous allez le voir, cette variété innovante séduit par son goût, ses qualités nutritionnelles et surtout son fort potentiel économique. Accessible, résistante et surtout adaptée à la culture partout dans le pays, elle pourrait bien devenir un pilier de la sécurité alimentaire. Ami Sissoko. À première vue, on pourrait s'y tromper. Sa texture rappelle le foutou de banane. Sa couleur évoque le foufou. Et pourtant, ce plat est préparé à base de patates douces à chair orange. Une innovation culinaire. Honnêtement, c'est bon. Ça, il n'y a rien à dire. Ça a le goût de l'igname, c'est pas sucré. Pour faire le foutou de la patate douce, on utilise un tiers de manioc pour que le foutou soit bien tendre et 2 tiers de patates douces. On peut également faire le foufou de patates douces. Au Centre national de recherche agronomique CNRA de Boaké, la patate douce à chair orange se décline sous plusieurs formes. Un pot de jus de patate douce à chair orange, alors c'est un jus qui est vraiment très bon en termes de vitamines, en termes de minéraux, en termes d'énergie surtout, avec ses vertus aphrodisiaques qui lui sont reconnues par plusieurs consommateurs également qu'on trouve dans la littérature. Lorsque j'ai su qu'on pouvait confectionner des cakes à base de farine de patates douces, j'ai voulu moi-même tester et j'ai trouvé que c'était vraiment très bon. On fait également des biscuits à base de farine de patates douces. Dans les champs expérimentaux du CNRA, c'est l'heure de la récolte des tubercules à chair orange et jaune, fruit de plusieurs années de recherche scientifique. Ça produit très bien, 100% même. Très bonne variété. Celle que je tiens ici, alors elle est une variété précoce qui peut être récoltée à partir de 3 mois avec un rendement variant de 15 à 20 tonnes hectares. La variété Williman à chair jaune est une variété également précoce qui peut être récoltée à partir de 3 mois également, mais avec un rendement beaucoup plus élevé qui peut aller de 20 à 30 tonnes hectares. Au niveau de la patate douce, les racines, nous les consommons. Les feuilles également sont très consommées. Les tiges sont utilisées pour l'alimentation de certains animaux. Donc rien n'est perdu. Contrairement à la patate douce classique à chair blanche, la variété orange se distingue par sa couleur vive et ses qualités nutritionnelles. La patate est vraiment riche en fibres, riche en vitamines et surtout en provitamine A, qui est cette substance-là qui, une fois consommée par l'homme, va donc devenir dans l'organisme de l'homme la vitamine A, essentielle à la santé des enfants, des femmes enceintes, également essentielle pour la santé des yeux. Malgré ces résultats encourageants, le défi reste la vulgarisation à grande échelle. Comment nous aider? Écoutez, c'est dans le sens du soutien des activités des chercheurs par des financements conséquents et réguliers. J'insiste là-dessus parce qu'il n'est pas vraiment aisé de démarrer des travaux et pour des insuffisances de moyens ou même de manque de moyens, ces travaux s'arrêtent et lorsqu'il y a un autre appui, on est pratiquement obligé de reprendre les travaux là où on les a laissés. Ça nous fait perdre du temps et des acquis. Facile à cultiver et adaptée à l'ensemble du territoire ivoirien, la patate douce à chair orange représente une solution durable pour renforcer la sécurité alimentaire du pays.
Alors, c'était le focus sur la patate douce à chair orange du CNRA à Boaké. Dans l'actualité politique, ce soir, l'Union des enseignants du RHDP a fait sa rentrée politique ce samedi. Une rencontre qui a permis de mettre en lumière les résultats de la gouvernance 2018-2026. Elle a été marquée également par la distinction de plusieurs personnalités ayant contribué au rayonnement de cette structure spécialisée du parti. Noussangari. Ils sont venus de toutes les contrées du pays. Ces enseignants, membres du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, ont répondu à l'appel de leur union à l'occasion de sa rentrée politique. Vous avez été des acteurs déterminants dans les différentes victoires de notre parti. Par votre engagement sur le terrain, votre sens du devoir et votre capacité de mobilisation, vous avez contribué à porter haut les idéaux du RHDP dans toutes les régions du pays. Le RHDP de 2018 à 2026, défis et perspectives. C'est autour de ce thème que se tient cette rencontre. Une tribune pour mettre en lumière les résultats de la gouvernance du parti présidé par Alassane Ouattara. Un bilan mis en exergue par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, par ailleurs parrain de la cérémonie. Des secteurs énergétiques, sanitaires et routiers à celui de l'éducation-formation, les acquis ont été passés au peigne fin. D'abord au niveau des universités. En 2011, on en avait 3. Ça, c'est connu. Aujourd'hui, on en a 9. Et l'université d'Odélé est en cours de réalisation. 48 000 nouvelles salles de classe. Avec table-banc, s'il vous plaît, évidemment. 733 collèges et lycées. Et parmi lesquels, un lycée d'excellence mixte, 15 lycées d'excellence pour jeunes filles et 404 collèges de proximité, dont une bonne partie dans les zones rurales. Mais au-delà du bilan, les regards sont tournés vers l'avenir. L'avenir du RHDP est en nos mains. Nous devons d'abord renforcer notre organisation, moderniser nos structures et améliorer notre fonctionnement. Nous devons faire vivre l'oufoutisme en l'adaptant aux défis du XXIe siècle. Nous devons porter une vision claire pour la Côte d'Ivoire, une nation stable, prospère, solidaire et influente en Afrique et dans le monde. Cette rencontre politique de l'UE-RHDP a été marquée également par la distinction de plusieurs personnalités ayant contribué au rayonnement de cette structure spécialisée du parti. Il y a quelques jours de sa rentrée politique, le Front populaire ivoirien a tenu sa fête de la liberté à Bobo. Le parti a rendu hommage à ses militants, célébré des années de résilience et surtout réaffirmé sa volonté d'incarner l'espoir des Ivoiriens. Fatih Traoré va au Richard. C'est dans une ambiance festive et colorée que le Front populaire ivoirien a célébré sa fête de la liberté ce samedi à Abobo. Danses et chants ont rythmé la journée à l'espace Piggy pour des militants venus nombreux célébrer leur parti. Le vice-président du Front populaire ivoirien a salué la mobilisation et posé le sens de cette célébration. La liberté ne se donne pas, elle se mérite. C'est tout le sens de notre thème aujourd'hui, résistance et liberté. Résister, c'est transmettre à nos enfants la mémoire de ceux qui ont lutté pour que nous soyons libres de penser, de parler, de choisir. Dans la foule, la conviction est intacte. La liberté, là, c'est pas pour le parti seulement, c'est pour le peuple ivoirien ce soir. C'est la joie, la paix, vraiment l'ambiance qui y est. Vraiment, tout va de mieux en mieux. Résilience et détermination. 2 mots que le FPI veut incarner avant sa rentrée politique de jeudi. Alors, le ministère du Tourisme et des Loisirs fait le bilan. Sublime Côte d'Ivoire donne des résultats. 6,8 millions de visiteurs en 2025. La deuxième phase cette année a pour objectif d'aller encore plus loin. Le ministre Siandou Fofana a donné les orientations à ses équipes. Malika Koulibaly. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, entend hisser la Côte d'Ivoire dans les top 5 des destinations touristiques africaines d'ici à 2030. Pour matérialiser cette volonté, il a réuni à Diaké l'ensemble des entités de son département ministériel. Objectif, tracer les sillons de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire deuxième génération, et ce, afin de faire mieux que les performances de 2025. Une tribune
pour exhorter ses collaborateurs à plus d'efforts pour un positionnement optimal de la Côte d'Ivoire touristique sur l'échiquier continental. À travers le bilan projeté, une création de richesses tangibles et surtout une attractivité renforcée, je voudrais vous inviter à relever la valeur au bout des ateliers et faire en sorte que Adiaké soit un passage qui marquera les annales de notre pays et soit un tournant décisif dans le devenir de chacun de nous et dans le devenir du secteur du tourisme dont nous sommes les garants pour la Côte d'Ivoire. Pour réussir le pari de Sublime Côte d'Ivoire deuxième génération, Siandou Fofana entend aller plus loin en mobilisant plus de 284,7 milliards de francs CFA pour la modernisation du secteur d'ici à 2030. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire a 55 ans, plus d'un demi-siècle de passion et de partage. La LONASI a posé des actions sociales, notamment en santé, éducation. On en parle avec David Soyou. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire célèbre ses 55 ans d'existence. Plus de 5 décennies d'engagement, d'impact socio-économique et de partage. 55 ans au service de la Côte d'Ivoire. Mais cette histoire n'a pas été toujours simple. Aujourd'hui, elle est devenue l'une des entreprises publiques les plus performantes de notre pays. Une entreprise reconnue, prix d'excellence, meilleure entreprise publique, c'était en 2019. Certification J responsable niveau 3 de la WLA, une première en Afrique subsaharienne. Aux côtés de la LONASI, les loteries d'Afrique, les ministères de tutelle sont également au rendez-vous. Les entreprises jouent un rôle clé dans la transformation économique de la Côte d'Ivoire. Dans ce contexte, la LONASI s'impose comme une entreprise publique de référence solidement ancrée dans notre paysage économique. Autre temps fort, l'élévation au rang de commandeur dans l'ordre du mérite ivoirien du président du conseil d'administration, du directeur général et du directeur général adjoint de la LONASI. 16 autres cadres de l'institution sont aussi élevés au rang d'officier et de chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien par la grande chancellerie du mérite national. La visite de la photothèque qui retrace le parcours de la LONASI de 1970 à 2026 met fin au lancement des festivités du 55e anniversaire de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, le cycliste congolais Miguel Massa Issa a quitté Goma dans l'est de la RDC pour Rabat au Maroc à vélo pour 14 000 km sur les sentiers du continent à travers 17 pays et l'homme le fait pour la paix dans son pays en proie à la guerre. Il est parti hier 1er mai de la capitale du Nord Kivu. Miguel Massa Issa n'est pas son premier défi. Il a déjà accompli un tel périple jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud en 2025 pour la même cause et toujours à vélo. Le président taïwanais a entamé ce samedi une visite officielle en Eswatini, un déplacement récemment reporté s'inédié en raison, selon Taïwan, de pression chinoise. Une visite pour approfondir davantage l'amitié entre Taïwan et l'Eswatini grâce à des liens économiques, agricoles, culturels et éducatifs. L'Eswatini, anciennement connu sous le nom de Swaziland, fait partie des 12 pays qui reconnaissent encore la souveraineté de Taïwan. On ouvre maintenant la page culture. Une première soirée rythmée entrecoupée des Calais-Ouglou et Mbalaro Femuya. La première soirée de concert a tenu toutes ses promesses, portée par une forte mobilisation du public et des performances des artistes tels que Youssou N'Dour, les garagistes et Kedjevara. On en parle avec Ismaël Evra Deo, Devi Soyo, Arnaud Kofi. La grande scène du Femuya, Festival des musiques urbaines d'Anomambo, édition 2026. Sur la scène, l'artiste Kedjevara donne le ton. En symbiose avec ses fans, il déroule sa discographie. Des titres comme Bobraba, Remue la bouteille et Ça fait mal sont repris en chœur par le public venu en grand nombre. C'est vraiment un bon concert. C'est ma première fois de participer au Femuya. Et je pourrais dire que je suis surpassé pour les autres années qu'on regardait en direct. La personne que je c'est l'un des meilleurs Femuya de l'année. Puis arrive l'instant Zouglou, l'identité musicale de la Côte d'Ivoire, avec le groupe Les Garagistes.
Un moment empreint de souvenirs et d'attachement à ce genre musical né dans les quartiers d'Abidjan. Les garagistes, ce sont des artistes qui ont bercé mon enfance. On va dire, ma relation avec mon mari, là, c'est le groupe Le Garagiste. Donc, comme moi j'entends le garagiste, je ne sais pas, je suis dans tous mes états. Voilà son maman, là. Voilà, c'est ça, j'écoutais beaucoup. Et puis bon, le groupe Garagiste, on sait que c'est un groupe mythique de Zouglou qu'on connaît. Ils font du bien, on les écoute et puis bon, et voilà. Et pour clôturer cette soirée concert, Youssou N'Dour, artiste sénégalais de renommée internationale. Sur des notes de Salimata, Sénégal Rec ou encore Birima, titre à succès de l'artiste, la communion avec le public est synchronisée. Youssou nous a fait tellement danser. On a dansé depuis là, on a arrêté, on a fait le show. On n'est pas fatigué. On est là jusqu'au petit matin. On dirait que nous jouons quelque part, nous tous les Sénégalais ils vont aller là-bas parce que c'est une fierté pour nous. Hein. Et puis vraiment c'est une fête aussi, c'est génial quoi, vraiment. J'ai été toujours invité, aujourd'hui j'ai trouvé le temps de venir et je suis très content de venir sur cette scène où est passé énormément de grands artistes. Le Fumia, devant, en avant. Zouglou, coupé décalé et Mbala, 3 genres musicaux, une même ferveur pour une première soirée de concert qui aura tenu toutes ses promesses. Une soirée qui a suivi évidemment, monsieur le ministre. Vous étiez à cette soirée, c'était fantastique. Très belle soirée, Youssou N'Dour que j'ai revu sur scène. Ouais. Il faut aussi noter la présence de Mewé qui a explosé avec les Zoblazo. Ah ouais, c'était magnifique. Ça nous a rappelé des bons souvenirs en tout cas. Ah oui, c'est l'invité de la page culture ce soir, c'est le ministre en charge du rayonnement culturel du Gabon, Paul Ulrich Kessani Zategua. Monsieur le ministre, le Gabon est pays invité d'honneur cette année au FEMUA. Alors, qu'est-ce que cela représente concrètement pour votre pays ? Alors, il faut d'abord saluer l'excellence des relations qu'il y a entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, qui, depuis les pères Houphouët-Boigny et Omar Bongo, et M. Alassane Ouattara, aujourd'hui, est notre président, qui, depuis, ne cesse de se côtoyer et justement créer un pont entre ces deux pays. Le Gabon, aujourd'hui, veut s'inspirer des meilleurs exemples en Afrique. Et je pense qu'au niveau des industries culturelles, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est quand même insuffisamment structurée. Pour matérialiser la vision du chef de l'État, il est important que nous puissions trouver des partenaires qui puissent accompagner justement nos industries culturelles pour que notre culture rayonne. Donc notre présence au FEMUA, effectivement, s'inscrit dans cette logique, appuyée sous les instructions du président de la République pour que la délégation du Gabon de près de 200 personnes puisse venir montrer en Côte d'Ivoire notre diversité culturelle, mais aussi ce partage d'expériences, parce que comme vous le savez, on a par exemple eu à avoir des partenariats, notamment avec GMC, pour améliorer notre système de droit d'auteur, le mécanisme de système de collecte de droits d'auteur. Ouais. D'accord, on en parle tout à l'heure, la culture gabonaise qui est au FEMUA. On en parle avec Serge Parcom Didi et Sephora Zegui. Au rythme envoûtant des sonorités traditionnelles, l'ambiance monte d'un cran au QG du Gabon. Au FEMUA 18, Paul Ulrich Kessani Zategua, ministre gabonais chargé du rayonnement culturel, et Salif Traoré, commissaire général du festival, se laissent emporter par la prestation du groupe artistique et culturel gabonais Tandima. La richesse culturelle gabonaise s'exprime pleinement. Objets d'art, pièces artisanales et tenues typiques captivent les visiteurs. La culture et l'artisanat du Gabon se dévoilent dans toute leur diversité, témoignant d'un patrimoine vivant et authentique. Une délégation officielle satisfaite, honorée de représenter les multiples facettes culturelles du pays. Pays invité d'honneur du FEMUA 18, le Gabon affirme à travers cet événement son engagement pour la fraternité et le brassage culturel. Une célébration vibrante où les peuples se rencontrent et les cultures rayonnent. On l'a vu dans ce reportage, vous avez déplacé un monument, une immense personnalité de la culture gabonaise, mais pas que, de la culture africaine. Pierre Claver Akenengue, qui est venu au FEMUA 84 ans cette année. C'est ça. Alors oui, il faut le mentionner, et je pense qu'il tenait à venir en Côte d'Ivoire pour prester, et à Salfo, lorsqu'il est passé au Gabon,
a bien voulu faire une visite pour matérialiser justement cette invitation qui l'a beaucoup touché. Et nous sommes heureux parce que nous constatons qu'il était très attendu en Côte d'Ivoire. Nous ne mesurons pas effectivement, c'est vrai que c'est une icône de la musique africaine, mais nous sommes heureux que son concert ait pu avoir du succès et que beaucoup d'Ivoiriens le portent dans son cœur. Oui. Et à côté, il y avait aussi l'associée, Angela Sélé. Tout à fait. Elle nous a bercé, cette chanson, qui nous a bercé tous. Oui. C'était important de reprendre ces classiques, justement pour remémorer une certaine période où le Gabon et la Côte d'Ivoire aussi se fréquentaient. Vous savez, on a eu beaucoup de choses en partenariat. Il y a eu des jeux entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Donc oui, la culture aujourd'hui nous permet de retisser ces liens. Et nous avons bien voulu, avec les jeunes artistes aussi urbains qui sont là, Rodzeng, lors des Comindeng, donc les créoles, les générations. Nous avons voulu montrer aussi cette jeunesse aujourd'hui qui s'exprime artistiquement, qu'on la découvre aussi en Côte d'Ivoire. Oui, en fait, vous l'avez dit, l'idée pour vous, c'est vraiment de développer l'industrie culturelle gabonaise. Finalement, comment, à partir du FEMUA, de ce que vous avez vu ici, cela peut inspirer le Gabon? Alors, ce que j'ai vu au FEMUA, déjà, c'est cette organisation. Il faut le reconnaître, organiser de tels événements, faire inviter des gens, et puis avoir un niveau d'exigence aussi important, c'est quand même à saluer. 18 ans, c'est pas facile, c'est pas rien, et il faut saluer le commissariat général, M. Assalfo et ses équipes. Comment s'inspirer de... Moi, j'ai eu des discussions, que ce soit dans le cadre du FEMUA, avec M. Assalfo et ses équipes. L'objectif pour nous, c'est de voir aussi comment on peut créer au niveau du Gabon, à partir de l'Afrique centrale, puisque nous n'avons pas un événement aujourd'hui fédérateur, de nous inspirer aussi pour que dans l'espace francophone, qu'il y ait en Afrique de l'Ouest le Massa, qu'il y ait également le FEMUA, mais qu'il y ait aussi en Afrique centrale, au Gabon peut-être, un événement qui puisse attirer toutes les cultures d'Afrique pour organiser, montrer cette diversité culturelle. Nous, aujourd'hui, en discussion avec le ministre, Madame de la Culture et de la Francophonie, que je salue au passage, je me suis rendu compte que vous êtes en avance sur beaucoup de choses. C'est quasiment les mêmes architectures au niveau administratif, mais vous avez beaucoup d'avance et on voudrait bien s'inspirer pour améliorer notre cadre, justement. Et vous pensez à quoi? Beaucoup d'avance sur le cadre réglementaire, sur des actions qui Oui, il y a le cadre réglementaire, il y a aussi l'appui aux artistes au cinéma, il y a beaucoup de choses que le président Alassane Ouattara a les fonds de soutien à la production. C'est quand même important, parce que les artistes, vous savez, s'ils ne sont pas soutenus, créer, ils l'ont, l'inspiration, ils l'ont, mais être soutenu pour justement faire un clip ou aller en studio ou faire un film, ça demande quand même des moyens pour lesquels l'État devrait pouvoir mettre aussi la patte pour accompagner ces artistes. Donc évidemment, ça vous donne des pistes en fait de collaboration future avec l'État, oui, mais avec aussi des entités que vous avez pu croiser. Bien sûr, je vous ai dit, j'ai rencontré du bon monde, et heureusement encore. Et le FEMUA, c'est ça aussi, c'est cette diplomatie culturelle, cette rencontre justement qui permet de voir du bon monde, du showbiz. Et je remercie encore une fois de plus le commissariat général. Mais on a eu, par exemple, la signature avec GMC, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un système qui nous permettra d'améliorer justement au niveau du Bugada le droit d'auteur, parce qu'on a un gros problème au Gabon justement sur la question des droits d'auteur. Nous ne l'appliquons pas encore véritablement, et j'ai vu que vous êtes en avance ici. Donc il y a beaucoup de similitudes, parce que nous avons des organes qui ont quasiment les mêmes fonctions, les mêmes fonctionnalités. Maintenant, il faut, dans la mise en pratique, ce que vous avez réussi à faire, il faut qu'on s'en inspire pour que nous, au Gabon, nos artistes puissent véritablement vivre et qu'ils puissent exceller, et qu'ils puissent véritablement créer, innover. Oui. Et vous l'avez dit, il y a cette structuration au niveau du droit d'auteur, mais il y a d'autres défis aussi auxquels vous êtes confrontés au Gabon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, qui constituent en fait un combat pour vous en tant que ministre? Vous savez, le président de la République, quand il a pris le pouvoir, et lorsqu'il a été élu, dans son projet de société, il a mis la culture comme un enjeu stratégique. Et aujourd'hui, nous avons une feuille de route, parmi laquelle il faut aujourd'hui créer un cadre réglementaire qui permettrait de reconnaître, on a un statut de l'artiste aujourd'hui, mais que ce statut soit mis en application pour que les artistes soient accompagnés et soutenus par l'État. Il y a la question des infrastructures aussi, c'est un souci pour le président de la République. Le Gabon, ça bouge en ce moment, le président est dans un vaste chantier de restructuration, mais en même temps de développement des infrastructures, donc créer des salles de spectacle. Nous avons aujourd'hui le Palais des Congrès qui va être inauguré demain, une des plus grandes salles en Afrique, avec plus de 3200 places, 3 grandes salles, c'est assez énorme. Donc c'était des investissements massifs, parce que pour les artistes, lorsqu'il n'y a pas de salle,
ce sera difficile. C'est le lieu d'expression. Tout à fait. Donc, le président aujourd'hui est dans ce vaste projet. Nous pensons que d'ici 4 ans, nous allons pouvoir avoir des infrastructures de taille qui permettront à beaucoup d'artistes africains même d'ailleurs, et du monde, de venir au Gabon et pour justement permettre déjà à nos artistes de pouvoir se frotter au meilleur, parce que c'est ça l'objectif en réalité. Le partage d'expérience. Ce partage, ouais. Merci. Merci, monsieur le ministre en charge du rayonnement culturel du Gabon. Le Gabon qui est pays invité à l'honneur au FEMUA 18. Nous vous recevions avec beaucoup de plaisir. Bonne suite de festival, on va dire. Je vous invite au pavillon du Gabon. Venez voir la créativité artisanale pour que nous avons quasiment les mêmes on va dire les mêmes objets ou les mêmes matériaux, mais dans la façon de tisser, elle est différente. Donc, venez voir un peu ce savoir. On l'a vu un peu dans les images tout à l'heure. Merci, monsieur le ministre Paul Ulrich Kissani Zategua, ministre en charge du rayonnement culturel du Gabon. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h ce soir. Le sage nous apprend que la parole d'un vieillard est comme l'ombre d'un grenier. Dieu le voulant, on se retrouve demain.